On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais en tout cas pour l'instant c'est le procès le plus fort et le plus bouleversant que j'ai assisté. Ouais. Oh là 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 là, le Paris Match. Oh, mais attends, il date de quand celui-là? Ah là là, septembre 92, incroyable. Je crois que j'avais jamais vu les journalistes police-justice donc qui étaient sur les bancs de la presse aussi émus. Donc je me dirige ici, j'ai bien compris. Ça me rappelle mon premier stage finalement de journalisme que j'ai fait juste après mon master de com. Parce que j'avais bien senti que je n'étais pas tout à fait faite pour faire de la communication. Et donc j'ai fait 6 mois de stage à Première Ligne, donc la boîte de prod de Cache Investigation. Et ça a été un énorme coup de cœur. J'ai adoré ce stage, vraiment. J'étais enquêtrice, hein, vraiment petite main, mais on faisait plein de choses. On bossait sur plein de caches différents. J'ai notamment un souvenir du cache charcuterie sur lequel j'ai travaillé, notamment à Desrochers, etc. etc. Et ouais, ça a vraiment été ma première bonne expérience de journalisme qui m'a donné envie de poursuivre, avec évidemment une très grande admiration pour Élise Lucet qui perdure encore aujourd'hui. On va passer à la prochaine archive. Ouais. Ah, faut appuyer sur la petite encoche-son à ta droite. Et la même licence toutes les deux. Et moi en master je suis partie en école de journalisme. Et je me souviens qu'à l'époque, elle me disait que le journalisme l'attirait beaucoup, mais qu'elle ne s'en sentait pas capable. Et elle est partie en master de communication. Mais je savais que cette envie la démangeait depuis toujours. Et après son master de com, elle a refait des stages. Et elle est finalement partie en journalisme. Et comme on le sait tous, c'est une personne qui excelle dans ce domaine. Et je n'en doutais pas une seconde. Elle fait une brillante carrière. C'est trop mignon. Juliette, c'est ma meilleure amie. Oh là là, non, ça s'est remis au début, c'est ça? Sacrée surprise. C'est adorable. Et donc c'est qui pour vous? C'est Agnès Naba, c'est l'une de mes meilleures amies, qui est une formidable, immense journaliste, qui vient d'ailleurs de réaliser un incroyable documentaire que je vous invite à regarder sur les violences sexuelles en Éthiopie. Et c'est vraiment la personne qui m'a donné envie de faire ce métier. Et elle a eu le courage de se lancer avant moi, et on a été coloc à Paris au moment où elle venait d'intégrer le master de journalisme, et waouh, elle m'a vraiment donné envie de faire ça. Et je trouve ce témoignage très touchant et vraiment très chouette. Vraiment, je ne m'y attendais pas du tout. Et justement, elle avait une petite question pour vous. Ok. C'était de savoir quel est le rêve journalistique que vous n'avez pas encore accompli. Oh, waouh, c'est une super bonne question ça. Le rêve journalistique que je n'ai pas accompli. Alors c'est terrible, mais je crois que j'ai pas de rêve à proprement parler. Mon envie profonde, c'est surtout de continuer à couvrir des procès. Je crois que y a rien qui me fait plus plaisir que ça, qui m'intéresse plus que ça aujourd'hui. Donc voilà, c'est pas un rêve à proprement parler, c'est plus une envie profonde, voilà, qui continue de m'habiter, et encore plus depuis le procès Mazan. Oui, donc des unes sur le procès du 13 novembre, bien sûr, qui a été un procès, on va peut-être en parler, hein, mais extrêmement dur. Je crois que j'avais jamais vu les journalistes police-justice, donc qui étaient sur les bancs de la presse, aussi émus. C'est un truc que j'ai jamais revu depuis, en tout cas. Pendant les témoignages, les 5 semaines, je crois qu'on a eu 5 semaines de témoignages de partie civile, ça a été extrêmement intense. Cette image-là, elle est très émouvante. Moi, à vrai dire, j'étais à Lille le soir du 13 novembre. On était en soirée chez une amie, et je me rappelle très bien qu'il n'y avait pas la télé chez elle, et qu'on a commencé à avoir les premiers bilans via les pushs qui tombaient. J'étais pas encore journaliste, mais déjà, je me rappelle que j'étais perfusée à l'actu comme jamais, quoi. Ah bah, on y arrive. Là, elle est magnifique, cette une, et surtout cette phrase, je la trouve extrêmement bien choisie. Hein. Libération ne déçoit que très rarement, voire jamais, sur les unes. Et on est au 20, je vérifie, ouais, 20 décembre, bien sûr. Donc au lendemain du verdict du procès Mazan. Je pense que de ma vie, je n'avais jamais vu une densité de journalistes comme ça. C'était vraiment hallucinant, surréaliste. Cette journée globalement du verdict a été surréaliste. Le procès des viols de Mazan, ça représente pour moi
c'est pour moi un procès qui va rester historique. Il y aura certainement, j'en suis absolument persuadée, un avant et un après, en tout cas je l'espère, en ce qui est en matière de violences sexistes et sexuelles, de la manière dont on traite ces violences-là dans les médias, mais surtout dans la justice. On espère du moins que ça va créer un précédent. On n'a jamais autant parlé de soumission chimique, de consentement, encore une fois de violence sexuelle dans les médias, et c'est ce procès qui a permis ça, c'est Gisèle Pelicot qui a permis ça en ouvrant ce procès, et puis c'est à titre personnel, voilà, un procès qui va me marquer toute la vie, hein. Jamais j'aurais imaginé quand je suis arrivée le 5 septembre que ça durerait aussi longtemps, que j'irais aussi longtemps déjà, et que ça prendrait une ampleur pareille. Donc oui, clairement ça va rester le procès, peut-être le procès de ma vie, on verra, je sais pas, on sait pas ce que la vie nous réserve, mais en tout cas pour l'instant c'est le procès le plus fort et le plus bouleversant auquel j'ai assisté. Sympa ce petit fauteuil. Je comprends tout à fait qu'on puisse voir un côté voyeuriste dans notre spécialité, parce qu'on va relater des choses qui parfois sont extrêmement dures, des détails un peu sordides dans certaines affaires, mais en même temps si on n'en parle pas, je veux dire c'est avant tout ça notre métier, c'est de relayer ce qui s'est passé. Cette question du dosage des médicaments donnés par Dominique Pelicot à l'insu de son épouse, de son désormais ex-épouse, et c'est vrai que nous on a choisi très rapidement de taire les doses. C'est bien de se fixer ça, de se dire que voilà, nous en tout cas on décide de pas les donner, on décide de les taire. Donc dans le live tweet, j'ai même supprimé un tweet où je les écrivais. Quelques minutes après, j'ai dit oups, faut que j'enlève ça. Plus largement dans ce procès, il y a eu la question de la dignité de la victime qui s'est énormément posée, puisqu'on l'a vu sur les images dans des moments extrêmement bien sûr compliqués à vivre pour elle, et puis qui pouvaient être dégradants. Elle était, on sait bien, ces images de viol d'elle inconsciente. Donc il a fallu décider de ce qu'on disait et de ce qu'on disait pas. C'est le Parisien qui a sorti l'affaire en premier, mais le grand public et les journalistes que je suis ont vraiment entendu parler de l'affaire avec l'article de Lorraine de Fouché dans Le Monde, qui de mémoire a été publié en février, mars ou avril de l'année dernière, 2024. Et je sais qu'on a tous dans la rédaction, et moi aussi, été horrifiés de ce qu'on lisait. C'était vraiment assez insoutenable de voir qu'un homme avait pu violer et faire violer sa propre épouse pendant des années et des années en cachant des anxiolytiques dans sa nourriture. C'est quand même un truc qui dépasse l'entendement, et même dans un film je crois qu'on aurait eu du mal à y croire. On a rapidement su qu'un procès allait avoir lieu en septembre, et je crois qu'à ce moment-là toutes les rédactions quasiment, et dont franceinfo.fr, on s'est dit il faut y aller, ça va quand même être un procès extrêmement fort. On a quand même 51 accusés, c'est hors norme pour une seule victime, c'est jamais vu en France, et ni même à ma connaissance ailleurs. Et donc je crois que c'est en mai-juin qu'on en a parlé avec mes chefs, et qu'on s'est dit voilà, on veut y être. On a préparé ce qu'on appelle des avant-papiers, donc des articles qui expliquent l'affaire. Il y en avait un qui était titré, que j'avais écrit sur le calvaire de Gisèle Pelicot, mais dont on ne connaissait pas encore ni le prénom ni le nom. Je suis arrivée à ce procès voilà, avec l'idée que on le couvrirait sans doute peut-être 1, 2, 3 semaines au début, qu'on ferait quelques témoignages d'accusés, l'ouverture, la clôture, et puis en gros voilà quoi, comme un procès normal, on essaye de repérer les temps forts, et puis on reste là-dessus quoi. Ça a complètement basculé, puisqu'en fait, moi je suis arrivée le 3e jour du procès, je suis pas arrivée à l'ouverture, le jour du premier témoignage de Gisèle Pelicot, donc de cette femme dont on ne connaissait rien, même pas le son de la voix, et il y a eu ce premier témoignage, et pour moi ça a été assez central dans la suite des choses, parce que c'était un témoignage bouleversant. On sait que les témoignages de victimes sont attendus, sont émouvants, mais moi ça m'a complètement cueillie, parce qu'il y avait un naturel chez elle qui était désarmant. Elle n'a pas pleuré une seule fois, sa voix n'a quasiment pas tremblé, et elle a déroulé son histoire d'une traite, mais avec vraiment une simplicité très très décontenançante et très 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 bouleversante. Et donc on est tous sortis, je crois, très très émus.
Et donc là, il y a eu un premier tournant, et puis évidemment, le tournant majeur, c'est qu'elle a voulu ouvrir ce procès publiquement. Moi, je pense que c'est un procès hors norme par les faits. Ce que ça montre, c'est que finalement, la culture du viol est quand même très solidement imprégnée, puisque c'est des hommes... il n'y a pas eu besoin d'aller chercher très loin pour les trouver. Donc de ce point de vue-là, finalement, oui, il y a quelque chose de malheureusement banal. On a parlé de la banalité du mal dans ce procès. C'est les avocats de Gisèle Pellicot qui en ont parlé. Donc il y a à la fois des faits hors normes, mais finalement, on voit que ça traverse les couches de la société. Enfin, peut-être qu'on va revenir sur les profils de ces hommes, mais finalement qui sont assez... Voilà, il y avait tous les profils, tous les âges, tous les milieux plus ou moins, mais en tout cas tous les âges et tous les backgrounds familiaux, quoi. Je pense pas avoir de séquelles du procès. Je pense que de toute façon, quand on est journaliste et a fortiori journaliste police-justice, on est confronté à des procès et des faits qui sont toujours extrêmement durs, des faits sordides, et qu'il faut garder beaucoup de recul, garder la tête froide. Ça veut pas dire que j'ai pas été émue, triste, en colère, que j'ai pas été traversée par plein d'émotions, mais je ne dirais pas que je garde des séquelles. Non, je crois que j'ai mis ça dans une partie de ma tête, mais que ça n'est pas rentré intimement en moi. Voilà, je dirais que j'ai été traversée par plein d'émotions, plein de sensations, mais qu'aujourd'hui j'ai mis ça à une certaine distance. Moi, je me rappelle notamment de un petit groupe d'habitués, de 3-4 femmes, des retraités qui sont venues quasiment tous les jours d'audience. Et notamment une qui était là, je dirais presque tous les jours, qui faisait la route, qui venait en bus. Elle habite un petit peu hors d'Avignon, donc elle prenait le bus, il me semble, de 6h20, c'est très précis. Elle m'avait raconté ça. Et elle était tous les jours la première devant la grille du tribunal. Et je lui avais demandé pourquoi est-ce qu'elle se passionnait autant. Elle disait c'est une fois qu'on a commencé à y aller, on a envie d'y retourner tout le temps. Et elle connaissait le dossier sur le bout des doigts, et vraiment presque mieux que nous parfois. Elle avait vraiment une idée très arrêtée sur les accusés, sur les victimes, etc. Elle avait fait son idée, pas sa langue dans sa poche. Elle allait voir les journalistes très facilement. Voilà, donc c'est effectivement une personne qui m'a beaucoup marquée et voilà, que j'oublierai pas. C'est un petit cadeau pour vous. Super, merci. Oh, c'est un gros cadeau. Enfin, dans une grosse boîte en tout cas. Alors, qu'est-ce que c'est ? Un journal qui est daté de ma naissance. C'est incroyable. Avec le traité de Maastricht. C'est vrai que j'ai une date facile à retenir pour le coup là-dessus, mais c'est incroyable. Vraiment, votre cave regorge de journaux. Non, c'est fou. J'ai envie de le feuilleter, du coup, de regarder ce qui s'est dit à l'époque, mais... Oh là 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 là. Le Paris Match. Oh, non mais attends, il date de quand celui-là ? Ah là là, septembre 92, incroyable. Oh, et c'est qui ? Non mais c'est génial. Puis moi qui adore les trucs people, je vais me régaler là. Non, franchement, c'est adorable. Merci, je m'attendais pas du tout à ça. Je suis hyper touchée, je vais de surprise en surprise. Vraiment un grand merci à tous. Merci. Merci.